Je pense, comme la Première ministre, qu'il faudra à partir du 1er janvier 2023 que sur l'électricité et sur le gaz, on aide davantage ceux qui en ont besoin, mais pour qu'on puisse le faire, il faut aussi qu'il y ait des augmentations pour ceux qui peuvent se permettre ces augmentations. Voilà, tout est dit. À partir du 1er janvier 2023, le projet du gouvernement, c'est de transformer le prix de l'énergie en impôt progressif ou pas sur le revenu. Dans la suite de l'interview, Bruno Le Maire explique que le gaz aurait dû augmenter de 50%, mais que c'est l'État qui a pris en charge cette augmentation, tout comme sur l'électricité qui n'a augmenté que de 4%, alors qu'il aurait dû augmenter de 35%. Du coup, le gouvernement se targue d'avoir le taux d'inflation le plus bas de la zone euro, ce qui n'est pas faux, mais la question est à quel prix ? Nous allons donc parler aujourd'hui de l'inflation et de la protection de votre épargne, car bien sûr tout cela va avoir des conséquences sur la valeur de l'euro, votre pouvoir d'achat, mais aussi des conséquences sociales, et je ne parle pas de manifestations ou de révoltes, mais tout simplement des incitations au travail. Posons un premier principe, cette histoire de contrôle des prix de l'énergie n'est pas une erreur de parcours, mais bien une ligne politique que j'appelle la soviétisation, qui consiste à remplacer le prix comme signal d'arbitrage pour faire ses choix par la pénurie, qui consiste à mesurer la valeur des choses par la longueur des files d'attente. Dit simplement, lorsque vous plafonnez les prix, alors les rayons se vident. La France a donc décidé de s'atteler à la mise en place d'un contrôle des prix au faciès. Nous y reviendrons, dont l'objectif est de gérer les pénuries pour résoudre le problème de l'augmentation des prix de l'énergie. Quelles conséquences cela va-t-il avoir ? Première conséquence majeure, la baisse de l'euro face aux autres grandes monnaies comme le dollar, le franc suisse ou le yuan par exemple. Dit autrement, la hausse des prix dans la zone euro, qui est d'environ 8,6% officiellement, s'est traduite par une dévaluation de l'euro face au franc suisse de 10%. Voilà la mécanique à l'œuvre. Lorsque l'inflation augmente, la monnaie se dévalue car son pouvoir d'achat est attaqué par la hausse des prix. Donc, en réaction, les épargnants ou les rentiers, comme les appelle Keynes, prennent leur argent et vont le mettre ailleurs, ce qui a pour effet de faire baisser le taux de change du pays. Et là, vous commencez à comprendre pourquoi le contrôle des changes pend au nez de la France. Comme le dit le ministre, aujourd'hui c'est l'État qui paye. Mais la question est comment ? Toujours de la même façon en levant de la dette, puisqu'il n'est plus possible d'augmenter les impôts dans un pays où l'État pèse 62% du PIB en 2020 et que cela ne va pas s'arranger en 2022. Le déficit public pour cette année est donc attendu à 53%, ce qui est énormissime. Alors oui, je sais, vous devez avoir entendu que le déficit budgétaire est d'environ 5% car d'habitude, on rapporte le déficit au PIB et en plus, on vous parle du premier budget et pas du budget rectificatif à la moitié de l'année. Sauf qu'en réalité, il faut rapporter ce déficit aux recettes de l'État puisque je ne vois pas le rapport entre la richesse créée par le pays, le PIB, et le déficit du gouvernement qui est son manque à gagner, à devoir entre les impôts qu'il collecte et sa dépense. Et là, si vous rapportez 168 milliards de déficit aux 315 milliards d'impôts que le gouvernement lève, ça vous fait un chouïa plus de 50%. Vous trouverez ces chiffres dans le projet de loi de finances rectificatif pour 2022, ce qui fait à la louche en termes de déficit sur PIB pas loin de 7% alors qu'on nous avait promis quelque chose de plus proche de 5%. Pour vous donner des repères, avant la crise des mesures anti-Covid, on était plutôt sur du 80 milliards de déficit par an, soit seulement, entre guillemets, 25% des recettes. Il s'agit donc bien d'une explosion du déficit qui ne se calme pas une fois le Covid passé. Faut dire que maintenant, c'est la faute à Poutine. C'est très embêtant car en 2021, le gouvernement attendait une forte croissance pour 2022 puisque la fin de la crise des mesures anti-Covid devait permettre de rattraper le retard de croissance dû au confinement à répétition. Donc le poids de la dette va augmenter, comme toujours. Sauf que d'habitude, c'est la BCE, la Banque Centrale Européenne, qui finit par acheter ces nouvelles dettes pour financer la France et les autres pays de l'Union Européenne, en imprimant de l'argent. C'est de cette façon que la BCE se retrouve avec environ 20% de la dette française dans ses comptes. La BCE achète donc l'essentiel des nouvelles dettes émises, mais elle rachète aussi progressivement les dettes détenues par les non-résidents. Sur ce graphique, vous voyez que cette part de la dette détenue à l'étranger baisse structurellement depuis la grande crise financière de 2008. Bien que ce graphique s'arrête en 2019 autour de 55% de la dette détenue par des résidents étrangers, sachez qu'aujourd'hui, la situation ne s'est pas améliorée et que la dette détenue à l'étranger est à hauteur de 47% selon la Banque de France.
La dégradation, la tendance de fond est donc bien conservée. D'ailleurs, il faut savoir que la France capte environ 30% des émissions monétaires de la BCE alors qu'elle ne représente que 20% du PIB de la zone euro. Qu'est-ce que cela signifie ? En clair, la BCE est en train de racheter la dette française aux étrangers qui se désengagent doucement et que ce phénomène plutôt global dans l'Union européenne est plus rapide en France que dans les autres pays de la zone euro. C'est dans cette période où la France imprime indirectement des centaines de milliards d'euros pour se financer que l'inflation survient comme par hasard. C'est un peu comme si cela voulait dire qu'au lieu de mettre l'argent des investisseurs étrangers dans les rues, ce serait l'argent imprimé qui inonderait le marché intérieur. Et où cela nous emmène-t-il ? Puisque l'inflation augmente, la BCE ne peut plus imprimer d'argent sous peine de faire exploser l'inflation pour de bon. Nous avons un rappel très actuel de ce que signifie une inflation écrasante au Sri Lanka. Au final, des milliers de gens prennent d'assaut le palais présidentiel et c'est la révolution. Les dirigeants européens le savent bien et la BCE a donc arrêté cette année d'imprimer de l'argent pour racheter des dettes. Au contraire, en 2022, elle a même commencé à retirer de l'argent, ce qui fait très mal au marché financier. Couplé avec une pénurie d'énergie, c'est ce qui engendre la récession que nous connaissons et qui n'en est qu'à ses débuts. Je vous renvoie à cette vidéo pour avoir les détails de la mécanique récessionniste qui se met en place. Donc, l'inflation étant partie, le taux de change baisse et les marges de manœuvre pour financer le train de vie des Français au-dessus de leurs moyens diminuent, voire disparaissent. Alors, comment faites-vous ? Première option, l'option allemande. Vous laissez passer les hausses de prix et c'est votre population qui s'appauvrit. L'avantage, c'est qu'une fois que la richesse de votre population s'est ajustée à la baisse, votre pays s'est restructuré autour d'un nouvel équilibre stable et vous pouvez rebâtir sur des fondations plus saines. Mais oui, vous avez eu très mal. Deuxième option, vous épuisez vos dernières ressources budgétaires pour encaisser l'inflation par le budget de l'État afin de ne pas peser sur les ménages. Dans ce cas, votre population dépense trop par rapport à ses moyens puisque les prix ne sont pas montés à leur véritable niveau. C'est pour cela que l'inflation est à un peu plus de 5 en France et à plus de 8% en Allemagne. Le problème avec l'option 2, c'est que la chute sera plus dure car lorsque votre population va tout de même subir les hausses de prix, vous n'aurez plus de marge de manœuvre pour quoi que ce soit. La remontée va donc être beaucoup plus difficile. C'est ce que le ministre de l'économie Bruno Le Maire vous explique lorsqu'il vous dit qu'il va falloir faire, ouvrez les guillemets, des choix courageux. Dans sa logique, le courage au 1er janvier 2023 sera de faire porter tout ou partie de la hausse des prix par ceux qui travaillent, afin que ceux qui ne travaillent pas ne soient pas trop impactés. Car il ne faut pas se leurrer, lorsqu'il dit que la hausse du prix de l'énergie sera supportée par ceux qui le peuvent, eh bien c'est essentiellement ceux qui bossent. Cela a plusieurs conséquences notables. La première, c'est de diminuer les incitations au travail. En ville, le RSA deviendra plus attractif et à la campagne, ce sera le RSA plus le travail au noir pour arrondir les fins de mois. En ce qui concerne les professions libérales, on va continuer à voir se répandre la pratique suivante. Des médecins qui travaillent du lundi au jeudi midi, car travailler au-delà coûte trop cher en impôts. Du côté des entrepreneurs, maintenant, le poids des impôts et des charges continue d'augmenter, ce qui crée des entreprises zombies ou des fermetures d'entreprises. Enfin, concernant les fonctionnaires, il faut distinguer le fonctionnaire exécutant et le fonctionnaire d'apparat. Du côté des exécutants, infirmières, médecins, policiers, professeurs, juges et j'en passe, ce sera plus de tension dans le travail car globalement la société se tend sur tous les sujets tout en disposant de moins en moins de moyens. Ce n'est donc pas étonnant de voir les hôpitaux se dépeupler. Je disais encore il y a quelques années à un proche qui est soignante, pourquoi restes-tu à l'hôpital sachant que tu ne seras pas respecté, que tes conditions de travail vont se dégrader et que les gouvernants de la France ne feront rien pour y remédier car ce sont des lâches. Elle m'a répondu que son métier avait du sens pour elle et qu'elle était fondamentalement utile en tant que soignante dans le public pour donner l'accès aux soins à tous. C'est tout à son honneur, mais 2 ans plus tard, elle est à 2 doigts du burn-out et pense à aller travailler dans le privé car comme de nombreux soignants en France, elle vit un enfer. C'est la même histoire pour les professeurs, les juges, voilà, vous avez compris. Par contre, du côté des fonctionnaires d'apparat, qui servent essentiellement à noircir des cases Excel et produire de nouveaux formulaires CERFA, là, tout va plutôt bien. Les salaires ne sont pas élevés, mais après tout, être payé à plein temps pour un tiers-temps, ce n'est pas si mal. Au moins, ils ont le temps de lire. Et je ne rigole pas, j'ai été dans cette catégorie pendant 1 année entière, et j'ai eu le temps de relire tout Tolkien pendant les heures de bureau. Et puis je suis parti car dans le fond, c'est une fabrique de malheur de parquer des gens dans ces postes-là où l'on végète en attendant la retraite. Je me souviens avoir demandé à un collègue qui était là depuis 30 ans comment il faisait pour tenir. Il m'a répondu « Au bout d'un moment, on s'institutionnalise ». Sans commentaire.
En prime, Charles Gave a démontré en prenant le cas de la Grande-Bretagne que lorsque l'État embauche un fonctionnaire d'apparat, c'est 3 emplois productifs dans le privé qui sont supprimés. Sur ce graphique, vous voyez que toute hausse du poids de l'État dans le PIB entraîne une hausse du chômage dans le privé. Pourquoi ? Car l'embauche d'un fonctionnaire d'apparat pèse sur les impôts puisqu'il faut le payer, mais en prime, cette personne a pour métier de mettre les bâtons dans les roues des entrepreneurs. Avec un soupçon d'ironie, on pourrait dire que Keynes avait vu juste. Pour créer de la croissance, il serait préférable que ces fonctionnaires d'apparat arrêtent de travailler sur le champ pour creuser et reboucher des trous inutiles. Au moins, ils perdraient leur pouvoir de nuisance. Maintenant que nous avons amorcé un contrôle des prix de l'énergie, nous allons voir à coup sûr l'épargne commencer à quitter la France pour aller s'installer à l'étranger. Comme je vous l'ai montré, les étrangers commencent déjà à retirer leurs billes de la France. Pour peu que le gouvernement décide d'une taxe sur l'épargne ou de quelque chose de similaire afin de poser un nouvel acte de solidarité avec ceux qui ne travaillent pas, ce mouvement pourrait être brutal. Dans ce cas, l'État n'aura de choix que de contraindre l'épargne de ses citoyens à ne pas pouvoir bouger et rester en place dans le pays. Pour l'instant, ce mouvement est à l'œuvre de façon soft au travers de pressions des banques et des assurances pour parquer l'épargne dans des produits qui servent au financement de l'État. Pour autant, si la BCE coupe pour de bon l'accès à l'imprimante monétaire, cela ne suffira pas.